Bonjour. Dans ce paragraphe, on continue le chapitre 3. On parle ici de décomposition d'une forme polaire. En fait, l'idée, c'est de dire que si on a une forme quadratique Q, on va pouvoir la décomposer en une somme de carrés. Ceci, évidemment, peut être assimilé à l'écriture d'une forme quadratique sous forme matricielle, qui est basée sur le fait que, d'après le théorème fondamental, on peut trouver une base phi orthogonale si la forme est bilinéaire symétrique. Et donc, on va voir comment on peut faire cette écriture sous forme de somme de carrés, et puis on va essayer d'interpréter cette écriture et faire le lien avec l'écriture obtenue et la forme matricielle associée à Q et d'autres propriétés concernant Q. Donc on commence par le théorème qui dit que si on a E un espace vectoriel sur K de dimension plus grand ou égale à 1, Q une forme quadratique avec phi sa forme polaire associée, alors Q peut être écrite sous forme d'une somme des DI LI de X au carré. Les LI sont des formes linéaires, donc LI ce sont des formes qui appartiennent à E étoile, le dual de E. Appliqué à X va donner une certaine image de X, et les DI sont des éléments de K et qui sont exactement les Q de EI. Ce sont des scalaires qui sont égales à, ça c'est I ici, à Q de EI. Pour démontrer ceci, ce n'est pas difficile. En fait, d'après le théorème fondamental, on peut affirmer qu'il existe une base B de E qui est phi orthogonale. Donc, si on prend D comme étant la matrice de phi dans la base B, c'est une matrice diagonale donnée par les éléments Q de E1, Q de E2 jusqu'à Q de N sur la diagonale. Et si on prend X comme étant une combinaison linéaire des éléments de la base, donc c'est somme de XI, EI, un élément de E, alors forcément Q de X est égal à T de X dx, d'après la définition, bien l'écriture matricielle de Q, et qui est égal à son tour à Q de EI fois XI carré, ou bien la somme des Q de EI XI carré. Maintenant, si on définit les LI comme étant des formes linéaires sur E, définies par LI de X égale XI, donc ce sont les IM formes coordonnées. Donc, du coup, on a écrit Q comme étant Q de EI fois LI de X carré. Donc, il suffit de poser DI égale Q de EI et on a le résultat. Donc, ce qu'on a ici, c'est que Q de X, n'importe quel Q qui est une forme quadratique, peut s'écrire comme une combinaison des carrés de forme linéaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le rang de phi est TR? Dans le sens que cette matrice diagonale qu'on a évoquée, le D, elle contient des zéros. Donc, si rang de phi égale à R, alors la matrice D, qui s'écrit comme une matrice diagonale avec les D1 jusqu'à D1 sur la diagonale, contient des zéros. Donc, on a R éléments RDI qui sont différents de 0, et le reste sont des zéros. Donc, on peut écrire la matrice D comme étant cette diagonale, D1 jusqu'à DR qui sont différents de 0 et des zéros ailleurs. Du coup, Q de X, la somme Q de X sera réduite à la somme de 1 à R et non pas de 1 à N des DI LI de XI carré. Donc, on peut alors déduire que la dimension de ker phi dans ce cas, c'est N moins R évidemment, parce que c'est la dimension de l'espace en entier moins la dimension de im, et la dimension du im phi, c'est la dimension, c'est le rang de la matrice, donc c'est R. Du coup, c'est N moins R. Et on peut démontrer aussi que le ker de phi, et ça c'est très important, c'est l'intersection des kers de LI. Donc, si on a trouvé les LI, donc on a pu écrire Q de X comme la somme, ou bien la combinaison entre ces carrés, les LI de X au carré, donc Q de X égale somme des DI LI de X au carré. Donc, si on prend chacun de ces LI, et on trouve le ker de chacun de ces LI, donc on met chacun de ces LI égal à 0 et on trouve les éléments qui engendrent les kers. Et donc l'intersection de tous ces kers va donner le ker de phi. Donc un élément appartient au ker de phi. Donc il est orthogonal à tout élément de E si il appartient au ker de tous les LI qu'on a trouvés dans le Q de X. C'est pas facile non plus de démontrer ça. En fait, si X appartient à ker de phi, donc X est orthogonal à tout élément de E. Du coup, quel que soit Y appartient à E, somme I allant de 1 jusqu'à R des DI
de LI de X, LI de Y, parce que ça c'est l'expression de phi, l'expression matricielle de phi de XY, ou bien ça c'est la somme qui est obtenue à partir de l'écriture matricielle, donc c'est transposé de Y à X, c'est ça, avec la matrice étant la matrice diagonale. Donc DI LI de X fois LI de Y égale 0, ce qui signifie que DI de LI de X de LI appliqué le tout à Y, donc ça c'est pris comme étant une forme linéaire, appliqué à Y égale 0. Et donc ce qui signifie que, puisque ceci est égal à 0 pour tout Y, donc cette application n'est autre que l'application nulle. D'accord? On prend l'application avec la somme. Donc tout ça c'est une application appliquée à Y. Donc cette application est l'application nulle. Ce qui fait que DI de LI de X est égal à 0, puisque les LI sont des formes linéaires indépendantes. Donc DI LI de X égale à 0, ça donne que LI de X égale à 0, parce que les DI sont différents de 0. Donc le X appartient au cœur de LI. Et tout cet enchaînement que j'ai fait là, il peut aller dans l'autre sens. Donc on a l'équivalence. Donc on a l'égalité entre cœur phi et l'intersection des cœurs de LI. Prenez cet exemple pour tester un peu le résultat. Donc si on a Q de X qui s'écrit comme cette somme de carrés, vous voyez, donc c'est 2 c'est le D1, X1 plus X2 c'est le L1 de X, moins 3 c'est le D2, X2 moins 2 X3 c'est le L2 de X. Vous voyez? Donc si on veut déterminer le cœur de phi, il suffit de trouver le cœur de L1 et le cœur de L2. Donc X appartient à cœur de phi si X1 plus X2 égale 0 et X2 moins 2 X3 égale à 0. Et c'est pour trouver l'intersection des cœurs. Et donc on résout le système, on trouve que pour que X soit dans cœur de phi, il faut qu'il soit, ou bien il faut qu'il vérifie le suivant. Donc le cœur de phi il est enjambé par le vecteur 2 moins 2 moins 1. Notez ici que le rang de phi ici est égal à 2, parce qu'on a deux éléments ici, vous voyez 2 et moins 3, donc il y a D1 et D2, il n'y a pas D3, pourtant on est dans R3. Donc le rang de phi est égal à 2 et la dimension de cœur phi c'est 3 moins 2, c'est égal à 1, donc c'est bien ce qu'on a trouvé, on a trouvé un seul élément. Avant de continuer, je vais insister sur un point, c'est que dans la démonstration du théorème ici, on a dit que il existe une base D dans laquelle X s'écrit comme combinaison des éléments de la base, et puis on a dit que Q de X sera écrite comme ça. Donc les xi qui sont là, qui sont égales à li de x, dans ce cas, sont les x1 plus x2 et les x2 moins 2 x3. Dans le sens que, on peut trouver, suivant le théorème, on peut trouver une base dans laquelle la matrice associée à phi, ou bien à q, elle est diagonale, et donc la forme quadratique q s'écrit comme 2x1' plus moins 3 x2'. Vous voyez? Évidemment, plus un coefficient fois x3'. Donc x1', x2', x3' sont les composantes de x dans cette base dans laquelle la matrice est diagonale. Et donc c'est ce x1' et ce x2' et ce x3' qui sont égales au li de x. Et donc c'est égal à L1 de x de x1', L2 de x c'est x2', et le x3' c'est égal exactement à x3 parce qu'il n'y est pas là. On peut le prendre égal à x3. Mais avec un coefficient d3 égale 0, il va disparaître. Maintenant, on va aller un peu plus loin et essayer d'interpréter et de comprendre mieux ce qu'on obtient et puis de développer un peu cette écriture. Mais donc on va citer quelques résultats, mais on ne va pas faire la démonstration. La démonstration ici, moi je l'ai écrite, vous pouvez la lire si vous voulez, vous pouvez me demander des questions plus tard. Donc on va donner le théorème 4.2 qui donne l'écriture de Q dans le cas de C. Donc si on est dans un espace E, un espace vectoriel sur C. Et donc dans ce cas, il existe R forme linéaire, linéairement indépendante, telle que Q de X s'écrit comme la somme des LI' de X au carré. Donc ce que j'ai appelé dans l'exemple d'avant, c'est la somme des XI' au carré. Évidemment, dans ce cas, on est avec une forme quadratique sur E de rang R, parce qu'on a R éléments. Si elle était de rang N, on aurait obtenu une somme de 1 à N. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, quelle est la différence avec ce qu'on avait avant? La différence, c'est que ici, on a les DI
qui n'apparaissent plus parce qu'on les a fait entrer, si vous voulez, dans la forme linéaire. Pourquoi? Parce que si on est dans C, pour tout élément DI dans C, un élément admet une racine carrée. Donc on peut remplacer DI par racine de DI au carré, et donc on va avoir la racine de DI fois LI, le tout au carré. Donc les coefficients vont disparaître, ils vont rentrer dans le facteur élevé au carré. Donc c'est ça l'idée principale de la démonstration. Il suffit ensuite d'adapter la base. Si vous lisez la démonstration, vous allez voir. Il suffit d'adapter un peu la base dans laquelle la forme elle est diagonale pour que en faisant entrer ces racines de DI avec les LI, on obtient toujours une base qui est phi orthogonale. Du coup, toute matrice symétrique A dans Mn de C, elle est congruente à une matrice comme celle-là. Donc c'est la matrice qui contient des 1 ici sur les R premières lignes et ensuite des 0 ailleurs. Parce que si vous voulez maintenant, si on fait rentrer ces racines de DI avec les formes linéaires, à l'extérieur, les coefficients vont être égaux à 1. Du coup, on va avoir R coefficient égal à 1 et puis le reste est égal à 0. Donc, on va pouvoir écrire D égale à la transposée de P à P, avec D étant cette matrice JRN. Donc, c'est la matrice qui contient des 1 sur la diagonale pour R ligne, et puis le reste, c'est des 0 sur la diagonale et partout ailleurs. Donc, si on a deux matrices de deux formes quadratiques de même rang et sur le même espace vectoriel C, alors elles sont congruentes puisque chacune d'elles est congruente à cette matrice JRN. Maintenant, passons au cas de R. Pour le cas de R, si on est dans un espace vectoriel E, étant un espace vectoriel sur R, et si Q est une forme quadratique de rang R, donc si vous voulez, tous les coefficients qui sont positifs, on va pouvoir les faire rentrer dans le carré, et tous les coefficients qui sont négatifs, on va leur mettre un moins à l'extérieur et les faire rentrer, ou bien faire rentrer leur opposé dans les carrés. Donc on va dire, il existe deux entiers, S et T, tels que S plus T égale R, avec S c'est le nombre des coefficients positifs et T c'est le nombre des coefficients négatifs. Donc on va pouvoir trouver une base phi orthogonale, B', tel que Q de E'I égale à 1 pour tout I allant de 1 à S. Donc, ce sont, si vous voulez, les EI qui correspondent aux coefficients positifs. Et Q de E'I égale à moins 1 pour tous les éléments qui correspondent aux coefficients négatifs. Et donc, pour le reste, c'est des Q de EI' égale à 0. Donc, la forme quadratique va s'écrire comme étant la somme des xi' carré, donc les li quoi carré, moins la somme des xj' carré, donc la première somme c'est de 1 à S et la seconde de S plus 1 à R et le reste c'est des 0. Et donc, toute matrice alors maintenant symétrique A, elle sera congruente alors à la matrice suivante qui contient des 1 sur les diagonales des premières S lignes, et puis des moins 1 sur le nombre de lignes égal au nombre de coefficients négatifs et des 0 ailleurs. Et l'idée de la preuve, c'est la même comme dans le cas complexe, mais il faut séparer les coefficients positifs des coefficients négatifs pour mettre un moins à l'extérieur pour tous les coefficients négatifs. Et donc, comme conséquence, les matrices de deux formes quadratiques de même rang sur un même espace vectoriel sur R sont congruentes puisque chacune d'elles est congruente à cette matrice. Donc ces résultats, en fait, on ne va pas les utiliser de façon théorique, on va les utiliser de façon calculatoire. Donc on va prendre une forme quadratique, essayer de l'écrire sous forme d'une somme de carrés et regarder les coefficients positifs qu'on a obtenus, les coefficients négatifs, et essayer d'interpréter des propriétés concernant la forme quadratique et déduire une base orthogonale. Et donc, il faut seulement comprendre l'idée ici. Si vous arrivez à lire l'épreuve, c'est bien. Mais ce n'est pas le plus intéressant parce que les preuves ici sont techniques. Il suffit seulement de comprendre l'idée et comprendre plus tard l'application. Mais avant de passer à l'application, on va donner ce théorème. En fait, si le couple ST défini dans le théorème d'avant, qui vérifie S plus T égale à R et S, c'est le nombre des coefficients positifs, T étant le nombre des coefficients négatifs.
Donc si on a cette forme-là avec ce S et ce T, alors ce S et ce T ne dépendent pas de la base phi orthogonale choisie. Donc même si on choisit une autre base phi orthogonale, on va avoir le même nombre de coefficients positifs et le même nombre de coefficients négatifs. Donc je répète, si en écrivant la forme quadratique sous forme de somme de carrés, ou bien une combinaison entre des carrés, on fait une autre combinaison des carrés, mais à condition que ces carrés, les LI de x, sont linéairement indépendants, alors on va avoir le même nombre de coefficients positifs comme si on utilisait une autre base phi orthogonale. Ok? Donc, le couple ST, il est unique et il s'appelle la signature de Q. Et on le note SGN de Q. Et alors, le corollaire le plus important, c'est le suivant qui dit que si E est un espace vectoriel sur C et Q une forme quadratique, alors si S et T sont la signature de Q avec S plus T égale R, donc si la signature de Q est R0, donc on a tous les coefficients qui sont non nuls sont positifs, alors Q est une forme positive. Si tous les coefficients sont négatifs, alors Q est négatif. Et si les coefficients sont tous positifs, il n'y a pas de coefficients qui sont égaux à 0, alors Q est défini positif parce que on ne peut plus avoir Q de x égale 0 sans que x soit égal à 0, parce que Q c'est une somme de carrés avec, il y a un nombre de carrés indépendant qui est égal à la dimension de l'espace. Donc on ne peut pas avoir un Q de x égale à 0 sans que xi, tous les xi soient égaux à 0. Et si tous les coefficients sont négatifs et ils sont en nombre n est différent de 0, alors Q est défini négative. Et finalement, Q est non dégénéré si R égale n. Donc dans ces deux cas, Q est non dégénéré, alors Q est injective. Maintenant, pour la décomposition de cos en forme quadratique, on va faire ça en exemple. Donc on va prendre deux exemples qui présentent les deux cas qu'on peut regarder et essayer d'écrire ou bien de décomposer la forme Q en une forme quadratique en utilisant une décomposition qu'on appelle une décomposition de Gauss. En gros, on va regarder deux cas. Le premier cas, c'est quand Q, qui est égal évidemment à une somme des AIJ, XI, XJ, vous savez ça. Mais le premier cas, c'est quand Q contient des termes, ou bien commence par des termes qui sont des x1 carré, x2 carré, des choses comme ça. Et le deuxième cas, c'est quand Q contient que des termes qui sont des x1, x2, donc elle ne contient pas des x1 carré, x2 carré. Donc en ayant ces deux formes, on va procéder différemment dans chaque cas. Donc on va prendre des exemples qui contiennent ces deux cas et on va essayer de procéder avec. On va écrire Q sous forme de somme de ces LI de x au carré, et puis on va trouver la signature évidemment de Q, et puis déduire évidemment le Ker ainsi qu'une base orthogonale à travers de ce qu'on a trouvé.